Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 16 heures. Nous sommes le 10 février 2022. Soyez les bienvenus à notre webinaire eChange SIAMT que vous connaissez bien maintenant. Le sujet d'aujourd'hui porte sur la conduite addictive de substances psychoactives. C'est quoi ce jargon? On va vous l'expliquer dans quelques instants avec nos experts. On accueille Céline Chouba. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, juriste, enseignante et puis surtout doctorante avec un sujet de mémoire d'ailleurs qui parle, qui évoque tous ces sujets-là. Tout à fait. On nous en dira un peu plus tout à l'heure, Céline. Docteur François Pébret, médecin du travail du SIAMT. Bonjour. Mais pas que. Donc François est aussi un expert en matière de substances psychoactives. Je ne sais pas s'il est consommateur régulier, mais en tout cas, il va nous le dire tout à l'heure. Soyez les bienvenus, mesdames, messieurs. Je crois que c'est notre premier webinaire eChange SIAMT depuis le début de l'année. Je vous souhaite une très, très belle année du Tigre avec plein de dynamisme, plein de vitalité, de bonheur, de santé et puis beaucoup plus si affinité. D'abord, une question à Céline et à François. C'est quoi, quand on parle de substances psychoactives, c'est quoi? C'est quoi ce mot barbare? Alors, je vais répondre, c'est toute molécule qui va avoir un impact sur le fonctionnement cérébral, que ce soit d'excitation, d'hallucination, de sédation, de ce que vous voulez, ça modifie le comportement cérébral, donc on risque d'être dans un état un peu bizarroïde, et ça peut se remarquer dans la vie privée, mais bien entendu également dans la vie professionnelle. En effet, parce qu'un comportement même issu de chez nous va avoir un impact dans la sphère professionnelle et vice-versa. La sphère professionnelle peut avoir des effets, des méfaits sur un moment de la vie privée. Tout a un lien quand on parle de consommation de substances psychoactives, de consommation à risque, de consommation parfois addictive, récréative, avec des conséquences qui vont nous intéresser sur le monde de l'entreprise, sur le contrat de travail et même parfois en dehors de la sphère professionnelle. Donc, à vous entendre tous les deux, s'il y a différentes façons de consommer les produits, quels que soient les produits d'ailleurs, et vous allez nous expliquer tout cela par catégorie et puis surtout avec des démonstrations, des illustrations un peu plus concrètes. Alors, clairement, en quoi une conduite addictive en milieu professionnel pourrait poser problème? Alors, c'est ce que l'on va voir. Donc, si tu veux lancer le diaporama, on va aborder. Bien lancer le diaporama. Alors, c'est lequel que je dois lancer, François? C'est celui-là, le diaporama. Et je te passe la main. Alors, c'est un petit peu. Hop. Désolé. Voilà. Donc, l'idée, si vous voulez, voilà le plan global de ce que l'on va aborder en environ 1 heure. On va aller très, très vite sur certains points, mais l'idée globale, c'est de bien comprendre qu'on a tendance à parler trop souvent d'addiction et ce terme est trop axé sur la dépendance à quelque chose, à un produit, à une substance, à un geste, à ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas la réalité de ce qu'on peut vivre en entreprise, puisqu'en entreprise, on peut très bien, ne serait-ce que consommer un verre de vin, une cigarette, un chichon, ou ce que vous voulez, et ne plus du tout consommer pendant une semaine. Donc, on n'est pas dépendant d'une substance. Mais par contre, cette consommation peut malgré tout engendrer un risque, que ce soit pour le consommateur ou les gens de l'entourage, bien entendu, au niveau professionnel, comme ça pourrait être dans la vie privée. Donc, voilà un exemple. C'est assez classique. Vous voyez ce triangle où on part du bas, où on parle de l'usage simple, qui est à peu près la globalité des gens. De temps en temps, on consomme. Alors, si on parle de substances autorisées comme le tabac ou l'alcool ou certains médicaments, voilà, on en fait un usage simple, mais il n'y a pas de conséquences. On sait s'arrêter et voilà, point final. Le souci, c'est que de temps en temps, on peut malheureusement, et notamment au travail, ça peut arriver, il y a des gens qui peuvent consommer quelque chose. Et ça va avoir un retentissement en fonction de la dose, en fonction de ce qu'ils prennent et en fonction de leur poste. Il est évident que si vous prenez quelqu'un qui conduit un super poids lourd de 44 tonnes, s'il a pris 3-4 verres de vin, un apéritif et 3 digestifs au restaurant routier, vous imaginez bien les conséquences s'il reprend le volant tout de suite derrière. Ça peut arriver malheureusement, ça existe, ça a déjà été démontré et on sait pertinemment que ça continue à exister. Donc,
l'idée, c'est face à ces gens qui consomment un peu, beaucoup, passionnément, est-ce que c'est des gens qui sont dans cette pyramide pour aller jusqu'à la dépendance ou pas? Et ça, c'est le rôle évidemment du médecin. Mais quand on est en entreprise, que ce soit pour un salarié ou pour un employeur, si je suis face à ces gens qui font de la consommation de substances, je l'ignore, mais je risque d'avoir parfois des gens qui, face à des postes dits à risque, on les appelle encore des postes de sûreté de sécurité, est-ce que je peux, en tant qu'employeur, deviner si cette personne a ou pas un comportement étrange et est-ce qu'il est consommateur de quelque chose autorisé ou pas autorisé, et qu'est-ce que je peux faire en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur. C'est pour ça qu'on va regarder un petit peu tout ça, et bien entendu, Céline nous aidera beaucoup sur la partie juridique, puisqu'il y a un cadre, bien entendu, réglementaire, légiféré, autour de tous ces règlements divers et variés. Donc, pour aller plus loin, aujourd'hui, voilà très schématiquement comment on schématise les conduites addictives. D'un côté, vous avez ces fameuses substances qui vont avoir une action sur le cerveau, exemple alcool, cannabis, les opioïdes, des médicaments et principalement les médicaments psychotropes. On reverra un petit peu tout à l'heure, les anxiolytiques, les antidépresseurs, les antipsychotiques qu'on appelait avant les neuroleptiques, les somnifères ou hypnotiques. Le tabac, on mettra ça de côté puisque ça n'a pas vraiment d'action de trouble du comportement, même si on est fortement addict à la nicotine, qui est un autre problème. La caféine, qui est très excitatoire, si vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez aussi des conduites addictives sur ce qu'on appelle les sans-substances, le jeu, les écrans, le comportement, et pourquoi pas le travail, le fameux workaholisme. Donc, on va regarder tout ça, mais on va se concentrer exclusivement sur les fameuses substances et principalement sur 3 variétés que sont l'alcool, le cannabis et les médicaments psychotropes qui sont les plus consommés en France, que ce soit dans la vie privée, mais aussi qui peut avoir un impact sur la vie professionnelle. Comme vous pouvez le constater sur ces chiffres, beaucoup de Français consomment du tabac, de l'alcool, des psychotropes ou du cannabis, et avec, notamment pour l'alcool, vous voyez chaque année environ 41 000 décès par an, avec une petite partie qui pourrait être liée potentiellement à un accident de travail mortel. Donc, pourquoi je consomme finalement une substance psychoactive? Voilà les grands effets que peuvent rechercher les consommateurs. Je recherche un état euphorique, je suis dans une fête, allons-y gaiement. Je dois être excité, je dois être créatif. Pourquoi pas utiliser un produit qui a plutôt tendance à m'exciter? On pourrait aller chercher les amphétamines, l'ecstasy par exemple, et pourquoi pas travailler créateur dans la publicité ou je ne sais pas quoi. C'est très caricatural ce que je raconte, mais ça donne un peu la vision. La sédation, ça peut être par exemple, j'ai un métier très dur physiquement, j'ai beaucoup de douleurs, mais pour tenir, je vais prendre un calmant. Ça pourrait être, pourquoi pas, un antalgique assez puissant, pouvant aller jusqu'aux dérivés morphiniques, pour pouvoir tenir le coup au travail. L'état d'ivresse, il est rarement cherché dans le milieu professionnel, quoique, et l'état hallucinatoire, on va le réserver plus particulièrement à des gens qui recherchent le côté musical, créatif, peinture, artistique. Donc, voilà pourquoi je le consomme et voilà les conséquences, voilà les effets. C'est ce que je viens de vous dire, donc je ne vais pas revenir sur ce détail, mais c'est pour bien comprendre que si je suis en entreprise et qu'éventuellement je consomme, il y a peut-être une raison dans l'entreprise, un facteur favorisant, un facteur déterminant qu'on verra tout à l'heure, qui peut-être est dans mon entreprise sans que je le sache. Et peut-être que si je découvre ce facteur, si je peux l'éliminer, qui est quand même l'idéal, j'aurai peut-être moins de consommation de substances pour faire face à ce facteur existant dans l'entreprise. Donc, vous comprenez bien qu'une des idées, ça serait d'analyser dans l'entreprise quels sont ces facteurs déterminants, existent-ils ou pas? Il y en a 6 qu'on verra tout à l'heure rapidement. Et sur ces 6, si je peux en avoir peut-être que 2, peut-être que sur les 2, j'en ai un que je peux facilement éliminer et un deuxième peut-être réduire. Faisons de la prévention primaire plutôt que d'aller chercher du secondaire ou du tertiaire. Là, c'est toutes les dernières données sur le milieu professionnel. Très schématiquement, le bleu clair, c'est principalement moins de consommation dans ces milieux professionnels que la moyenne française, moyenne nationale. Au contraire, le bleu foncé, c'est je suis au-dessus de la moyenne. Et quand vous constatez, vous voyez schématiquement que tout ce qui va être hébergement, restauration, il y a beaucoup de bleu foncé, que ce soit pour le tabac, l'alcool, le cannabis, voire autres substances, comme par exemple la cocaïne, l'héroïne ou autres, ou les amphétamines qui ont tendance à stimuler, à exciter pour rester éveillé, pour rester en forme.
Vous avez une deuxième tout en bas, le bleu foncé, c'est le milieu artistique et le milieu du spectacle. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'alcool, de cannabis et autres, bien entendu. Vous avez l'immobilier, qui est très, très axé sur le tabac et l'alcool, et un petit peu le cannabis, en ce qui concerne certaines spécialités autres qui tournent autour de l'immobilier. Donc, vous voyez, schématiquement, quasiment l'ensemble des milieux professionnels, de toute façon, peuvent être touchés. Il est donc important en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, en tant que DRH, de se dire, est-ce qu'au sein de mon entreprise, j'ai des facteurs qui vont favoriser cette consommation ou pas? Et je ne parle pas de la vie privée, bien entendu. Donc, si on commence sur l'alcool très, très rapidement, maintenant, on commence à le savoir, et j'espère que ce sera de plus en plus connu, quand on va dans un restaurant, un bar, quand on prend un verre, il y a toujours 10 grammes d'alcool pur, ce qu'on appelle l'éthanol, dans ma boisson, que ce soit un verre de pastis, un verre de whisky, un verre de vin rouge, une bière 5 degrés classique, j'ai systématiquement 10 grammes d'alcool, ce qui évidemment n'est pas le cas à la maison. On a tendance à en mettre beaucoup plus. Donc attention à la consommation perso. Quand on prend un verre standard, tout le monde le sait aussi, mon alcoolémie monte dans le sang très rapidement et avec un seul verre, je monte facilement à 0,2 en moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Et si j'en prends 2, si j'en prends 3, j'augmente évidemment toujours mon alcoolémie. Par contre, vous voyez que si j'arrête ma consommation, ça baisse beaucoup plus lentement. 0,15 par heure de façon moyenne. Ça peut être plus ou moins rapide selon les femmes, selon les hommes, selon la corpulence, etc. Mais ça vous donne une idée. Je suis au restaurant, je prends 2 verres. Je sais que j'ai pris automatiquement environ 0,4 grammes d'alcool. Je n'ai donc pas intérêt de reprendre la route tout de suite parce que je ne suis sous l'emprise de l'alcool, minime soit-il, je suis sous l'emprise d'alcool. Attention, danger sur les risques routiers. Docteur Pébret, juste pour revenir sur la dernière slide, est-ce que le fait de boire, j'ai bu un verre de vin, entre-temps je bois 2 verres d'eau gazeuse, d'eau, tout ce qu'on veut, ça ne pourrait pas aider à éliminer plus vite l'alcool? Non, parce que l'alcool, il est simplement, entre guillemets, dilué, mais l'alcool est toujours là. Donc, on aura toujours autant d'alcool dans le corps humain, même si on a bu 3 litres de flotte à suite. Par contre, il est fortement conseillé que lorsqu'on boit un verre d'alcool, quel qu'il soit, c'est d'embrayer derrière avec un verre d'eau minimum. Et ça marche aussi avec le thé noir ou pas? Ça marche aussi avec le thé noir, est-ce que ça élimine plus vite? Non, bon, j'aurais tout essayé. Une petite action diurétique, on va dire, mais ça élimine pas plus vite. Donc aujourd'hui, voilà ce qui est recommandé sur la consommation. Dans l'idéal, c'est 0, bien entendu, hein, quelle que soit la situation. Mais si on devait consommer, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Et vous voyez que sur une semaine, sur 7 jours, on ne devrait pas consommer plus de 10 verres. Ça fait donc même pas 2 verres par jour, bien entendu. Et quand on regarde actuellement ce que boit toute personne habitant en France en moyenne, voilà les conséquences. On est à 2,6 verres par jour, en moyenne, du lundi au dimanche soir. Donc on est de toute façon largement au-dessus des recommandations depuis 2017. Donc on a encore un effort, même si on continue à réduire un petit peu la consommation d'alcool, mais vous voyez que c'est extrêmement présent, extrêmement prégnant, et automatiquement, nous ne pouvons qu'en avoir dans les milieux d'entreprise, quels qu'elles soient. Donc il faut être très très vigilant, bien entendu, sur cette consommation. La consommation d'alcool, je ne vais pas passer sur la partie pathologique, tout le monde sait très bien ce qui peut se passer dans l'urgence aiguë, type traumatisme ou malheureusement des cancers ou des problèmes cardiovasculaires et autres. Par contre, sur les conséquences pour l'entreprise, c'est tout ce qui se passe à droite sur votre écran, c'est je peux être en difficulté relationnelle avec mes collègues, avec ma hiérarchie, je peux être violent, je peux être agressif ou au contraire, je suis complètement raplapla. Et donc, vous imaginez bien des problématiques de productivité, voire de qualité de production. Ça a donc un impact fort sur le travail avec des conséquences possiblement d'absence, de problèmes de qualité et donc de perte de clients si on n'arrive pas à fournir de la production dite de qualité parce que nous avons 1 ou 2 personnes qui a failli pendant son travail sous l'emprise de l'alcool. Sur les risques routiers, très importants, tout le monde le sait, l'alcool, il faut éviter, l'idéal c'est 0, mais vous voyez que si je prends de l'alcool, en moyenne le risque de faire un accident mortel est multiplié par 8,5 par rapport à celui qui ne boit pas du tout. Et bien entendu, c'est dose dépendant. Plus vous allez boire de l'alcool, plus votre alcoolémie va augmenter, plus vous serez en trouble du comportement, plus vous risquez de faire des risques, des accidents routiers, éventuellement mortels malheureusement. Et vous voyez que l'année dernière, de façon globale, il y a 2 ans,
En 2020, vous voyez, 642 décès ont été reconnus comme étant liés à l'alcool, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Ici, vous avez des derniers chiffres que je ne vais pas détailler parce qu'il y a beaucoup de choses, mais vous voyez que globalement, en milieu professionnel, c'est clair, cette date de février 2021, eh bien, les populations actives sont consommateurs d'alcool et notamment à risque. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont tendance à prendre plus que 2, 3, 4, 5 verres et malheureusement, ces gens-là, qu'ils soient employés, ouvriers, cadres et quel que soit l'âge ou le genre, malheureusement, je me mets en risque dans le cadre de la profession, de ma profession, avec des risques bien entendus pour l'entreprise, type accident de travail et tout ce que je vous ai déjà décrit, qu'on verra tout à l'heure. 10 à 20% des accidents de travail seraient dus à l'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est ce chiffre que vous avez en haut, c'est 16% des gens qui travaillent consomment de l'alcool sur le lieu de travail. Et vous voyez que c'est en dehors des repas, du déjeuner, et aussi en dehors des pots entre collègues qui peuvent être organisés de temps en temps, et on verra ça tout à l'heure, comment ça peut se faire. Au moins une fois dans l'année. Donc ça veut dire que l'alcool est facile dans l'entreprise, il est facile d'accès, les gens peuvent venir avec une petite flasque dans leurs affaires personnelles, une bouteille, ça ne se voit pas dans le tiroir, etc. Et je peux éventuellement prendre un verre d'alcool discrètement parce que je veux me calmer, je suis stressé, donc c'est un très bon anxiolytique, allons-y gaiement. Ici, vous voyez que le risque d'accident de travail est multiplié par 2 lorsqu'on est dans une consommation hebdomadaire excessive, c'est-à-dire que là, vous êtes largement au-dessus des 2 verres par jour, vous êtes plutôt proche de 4-5 verres en une seule fois, et donc, bien entendu, vous augmentez votre risque de faire des accidents, et vous voyez que de l'autre côté, quand carrément je fais des alcoolisations très importantes, de plus de 5 verres, ne serait-ce qu'une seule fois, vous voyez, j'augmente mon risque de faire un accident de travail dans la semaine. Donc, on a bien compris que l'alcool, attention danger, ce n'est pas que dans la vie privée, ça peut avoir un retentissement non négligeable dans la vie professionnelle. Deuxième substance importante également, qui malheureusement est en voie d'augmentation progressive, malheureusement en France, c'est le cannabis et le tétrahydrocannabinol, qui est la molécule dangereuse du cannabis, qui a une variété hallucinogène. Ce sont principalement les 18-35 ans qui le consomment en milieu professionnel avant d'aller travailler ou voire pendant discrètement derrière un arbre ou dans les toilettes. Malheureusement, vous voyez ce que ça engendre, diminution des capacités de mémorisation, de concentration, ce qui peut être gênant pour des gens qui ont un travail de réflexion de fond sur des dossiers, de la comptabilité par exemple. Ça engendre très facilement des conjonctives et les yeux très rouges et la bouche très sèche, donc ça peut se repérer avec une dilatation des pupilles importante. Ça peut parfois assez facilement se trouver en milieu professionnel et se deviner. Mais qu'est-ce que je fais en tant qu'employeur face à cette situation? Et on le verra tout à l'heure avec Céline. Ce qu'il faut comprendre également, dans le Code du travail, on parle d'état d'ébriété. L'état d'ébriété n'est pas réservé à l'alcool. On pourrait penser que c'est que l'alcool, pas du tout. Un état d'ébriété, c'est un état d'ivresse, quelle que soit la substance. Donc un état d'ébriété, c'est l'alcool, certes, mais le cannabis en fait partie. Voilà devant vous l'ivresse cannabique, c'est un état d'ébriété qui rentre également dans le cadre de la loi du Code du travail. Bien entendu, fumer du cannabis, les risques routiers, c'est pareil, ça augmente le risque, 1,8. Et si jamais je fais alcool et cannabis, qui est assez fréquent malheureusement, vous voyez que ça multiplie par 15 le risque de faire un risque d'accident de la route mortel. Et là, c'est pareil, nous retrouvons encore la consommation plutôt chez des 18-35 ans en milieu professionnel. Pareil, je suis consommateur de cannabis, quelles vont être les conséquences sur mon emploi? Un peu comme l'alcool, c'est à peu près les mêmes chiffres. Je suis consommateur d'alcool, je suis consommateur de cannabis. Vous voyez qu'à 1 an, j'ai un fort risque multiplié par 2 de perdre mon emploi. Donc, une nouvelle fois, moi, salarié, je me mets en danger sur ma profession, sur mon poste, au sein de la société, de l'entreprise, sans compter les conséquences pour l'entreprise elle-même qu'on va détailler. La troisième substance psychoactive, ce sont les médicaments psychotropes. Et là, on parlait tout à l'heure des anxiolytiques, des somnifères, des antidépresseurs, des antalgiques opioïdes, codéine et autres. Sur ces boîtes de médicaments qui sont sur prescription médicale, vous avez le petit logo, jaune, orange ou rouge, les fameux niveau 1, niveau 2, niveau 3. Normalement, le professionnel de santé prescripteur, le pharmacien qui délivre le médicament à la personne concernée, doit rappeler, attention, je vous ai prescrit un anxiolytique, c'est une benzodiazépine, c'est un niveau 3.
vous ne devez pas conduire parce que vous êtes sous un médicament qui a tendance à énormément vous calmer, peut-être voire vous faire dormir. Vous imaginez bien que si vous êtes sur une machine-outil, si vous êtes avec une tronçonneuse à la main, si vous êtes conducteur VRP ou je ne sais pas quoi, bien entendu, il y a des énormes risques routiers. Donc, il va être malheureusement pour un employeur, il ne peut pas le savoir généralement, sauf si le salarié le dit ouvertement, mais quand il y a un doute, ou lorsque le salarié ose le dire au médecin du travail, par exemple en visite, ce qui arrive évidemment, c'est de bien revoir qu'est-ce que vous pouvez encore faire sur votre poste, est-ce qu'il faut attendre avant que vous n'ayez plus ce médicament. Et là, c'est une question de confiance entre le salarié et son médecin, ou alors carrément la confiance entre le salarié et son employeur. Vous voyez que ce n'est pas anodin. Plus de 16% des salariés ont recours à des médicaments psychotropes, quels qu'ils soient. Et ce qui est très intéressant, c'est quoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles je consomme? Ce n'est pas simplement je suis en dépression parce que dans ma vie privée, j'ai divorcé, j'ai perdu mon enfant, etc. Là, c'est aussi parfois par rapport au travail. Pour être en forme au travail, je vais prendre un psychotrope qui a plutôt tendance à m'exciter. J'ai au contraire une douleur très importante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais avoir accès à des antalgiques beaucoup plus puissants que simplement du paracétamol. Et là, je vais rentrer dans des médicaments fortement codéinés ou carrément morphiniques. Et là, je suis sous l'emprise éventuellement d'un médicament qui peut entre guillemets, me shooter et de ne plus être cohérent par rapport à mes missions du poste occupé. Se détendre après le travail, c'est très fréquent. Le nombre de fois où on entend des salariés dire « je rentre chez moi, je suis épuisé, je suis stressé, j'ai du mal à dormir, je vais aller chercher un hypnotique pour dormir, je vais prendre mon verre d'alcool pour déstresser parce que ma vie professionnelle de la journée a été très compliquée, ou alors encore, je vais prendre un anxiolytique autre que de l'alcool pour déstresser, pour décompresser. » Bon, c'est des choses qui arrivent, mais malheureusement, c'est le travail qu'on est responsable. Ces médicaments-là, par rapport au risque d'accident sur la route, que ce soit des accidents de trajet ou des accidents de travail pendant l'émission, vous voyez qu'il est important, 60 à 80% de risques supplémentaires de faire des accidents routiers parce que je suis sous l'emprise d'un médicament. Et si je rajoute en plus l'alcool, bien entendu, ça augmente le risque fortement. Et les anxiolytiques, comme je disais tout à l'heure, vous voyez, ils sont fortement consommés. Environ 5% en moyenne, presque 5 chez la femme et à peu près 3 chez l'homme. Et vous voyez que quel que soit l'âge, ce n'est pas le souci, il y a une consommation. Est-ce qu'elle est utile ou pas? C'est compliqué, sachant que ces gens-là, ils consomment des anxiolytiques largement au-dessus de la durée de prescription médicale autorisée. Donc plus de 12 semaines, comme vous pouvez le constater en bas à droite. Donc attention, on sait que ça existe, soyons extrêmement vigilants. Les grandes conséquences en entreprise, les voici. J'utilise une substance psychoactive, comme je l'ai dit, c'est pour se calmer, pour réduire une douleur, c'est au contraire pour garder le rythme et donc me stimuler, c'est pour récupérer parce que je suis fatigué mais j'ai du mal à dormir, donc je vais prendre mon somnifère, ou au contraire, c'est la vie professionnelle qui veut que pour accueillir un nouveau ou je ne sais pas quoi, on va consommer. Et donc, les conséquences, bien entendu, dans l'entreprise, c'est de se dire, je suis employeur, je suis délégué syndical, je suis représentant du personnel, je suis un élu, mais finalement, dans mon entreprise, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont favoriser tout ça, favoriser cette consommation? Et clairement, il y a 6 grands facteurs déterminants ont été décrits, comme vous pouvez le constater sur cette slide. Les tensions psychiques, vous avez des gens qui sont en conflit avec des collègues, avec sa hiérarchie, avec la direction, avec ses voisins de bureau. Bref, je suis isolé. Je suis tout seul le soir, je suis gardien de nuit, je suis tout seul, je m'embête, je regarde des caméras de surveillance à longueur de nuit, et ben, je vais peut-être malheureusement facilement avoir recours à des consommations de substances. Les tensions physiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, classiquement, ce sont les douleurs. Énorme, les douleurs, c'est énorme. Le bruit, quand je suis dans un vacarme dans certaines sociétés, même si on fait tout pour réduire le bruit, c'est fatigant. Je peux éventuellement avoir recours à ça, notamment le soir, au retour du travail, parce que j'ai la tête remplie de bruits qui sont insupportables. Les pratiques culturelles socialisantes, ça existe aussi. Vous allez avoir évidemment je suis cadre supérieur, je déjeune avec les grands de ce monde. On peut tendance à malheureusement avoir la divine bouteille facile. Si on fait ça tous les jours pendant pas mal de temps, vous imaginez les conséquences possibles. Donc attention, danger.
Vous avez la disponibilité du produit. Il y a des endroits professionnels, des métiers où c'est beaucoup plus facile d'obtenir de l'alcool ou des substances type ecstasy ou type cocaïne ou je ne sais trop quoi, pour malheureusement favoriser cette consommation. Et enfin, un dernier facteur, c'est la pauvreté des liaisons sociales, où là, je n'ai pas de reconnaissance de la part de ma hiérarchie, pourtant je fais bien mon travail, mais ça fait des années que j'ai aucune reconnaissance. Pareil, je suis isolé dans un bureau alors que les autres sont en open space, pourquoi moi, etc., etc. Donc, tous ces facteurs, il va falloir clairement les identifier. C'est vraiment un travail de fond entre les élus, lorsqu'il y en a des représentants du personnel, le CSE et l'employeur, pour se dire, voilà, est-ce que ces facteurs existent au sein de l'entreprise ou pas? Il n'y en a peut-être qu'un seul. Et est-ce que sur un seul, on peut éventuellement agir pour le faire disparaître ou au moins le réduire fortement si on a clairement identifié les critères? Donc, au final, je vais passer un petit peu plus vite, les risques pour l'entreprise, si on ne fait rien sur ces facteurs déterminants existants, ben voilà les conséquences. Je vais avoir une dégradation du climat social potentiel, ça risque d'entraîner de l'absentéisme, des arrêts maladie, des accidents de travail, ce que vous voulez, et donc une moins bonne performance, bien entendu, de l'entreprise, avec un risque de baisse du chiffre d'entreprise, du chiffre d'affaires, et donc des conséquences sur le bénéfice et des investissements futurs. Si j'ai beaucoup d'accidents de travail liés malheureusement à cette consommation de substances, quelle qu'elle soit, ça va augmenter mes cotisations accidents de travail, maladie professionnelle l'année suivante. Donc, bien entendu, je dois donc, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employeur, je dois faire attention, découvrir ces facteurs déterminants, les supprimer autant que possible pour éviter la consommation, et on est dans la prévention primaire, ou alors, si je veux faire de la prévention secondaire, est-ce que j'ai les moyens pour dépister ces consommateurs, et on verra comment tout à l'heure. Très important, un nouveau plan santé au travail, 4e édition, est sorti. Et parmi les grands objectifs clés de ce plan, vous voyez que dans l'objectif numéro 5, il est clairement écrit « Développer des actions de lutte contre les addictions en milieu professionnel et entre autres, les substances psychoactives ». Donc, on se doit tous de faire des efforts sur ce sujet puisque malheureusement, vous avez tous compris également qu'avec la Covid, la crise Covid plus le télétravail, ça a également augmenté un peu le recours à l'alcool ou au cannabis ou autre, parce qu'on est isolé, on est seul à la maison, on travaille, on est angoissé par la crise, par le virus et ses conséquences. Donc, pour terminer, en entreprise, je dois obligatoirement, dans mon document unique, avoir un chapitre finalement sur ce sujet, sur les conduites addictives, notamment les substances psychoactives. Il faut que je sois très clair sur ce risque. Existe-t-il? Si oui, j'ai bien repéré mes facteurs déterminants, je sais ce que je vais faire en termes de prévention primaire ou secondaire. Par contre, si j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'employeur? Et donc, est-ce que je fais une note de service au sujet des substances psychoactives et comment on va faire au sein de l'entreprise pour faire face à ça? Ou est-ce que carrément, dans mon règlement intérieur, si j'ai une entreprise de plus de 50 salariés, ou en dessous si je veux le faire, même si ce n'est pas obligatoire, est-ce que je vais écrire clairement la conduite à tenir sur ce qui est possible de faire avec l'alcool, sur ce qui n'est pas possible de faire et comment le contrôler. Et c'est là où Céline va nous aider en grande partie pour bien comprendre les limites juridiques, puisqu'il y a de nombreux codes qui rentrent en ligne de compte sur ce sujet. C'est très complexe et on ne peut pas faire n'importe quoi. Une question François. Depuis 2 ans maintenant, on est beaucoup ventilé en télétravail, en travail nomade, en tout ce qu'on veut, à distance. Que faire dans le cas d'un employé qui consomme de l'alcool en télétravail et quelle serait la responsabilité de l'employeur dans ces cas-là? Je devrais laisser Céline, mais par définition, en télétravail, il travaille. Donc, conséquence, 0 consommation. Donc, s'il est pris sur le fait dans une visio complètement sous l'emprise d'alcool avec un comportement qui n'est pas normal, tout va dépendre de ce qui est écrit dans le règlement intérieur ou dans la note de service ou une charte de fonctionnement sur le sujet. Donc là, on ne peut pas, mais c'est interdit par définition puisqu'il travaille. C'est vrai, je rajouterais que et depuis plusieurs années, aucune différence de traitement ne doit être faite entre le travailleur dans les locaux et le télétravailleur qu'il travaille chez lui, à domicile ou dans tout espace collectif autre que son entreprise. Il a les mêmes droits.
Et donc, s'il a un accident, par exemple, ça sera qualifié en accident du travail. Et si cet accident est dû par une ivresse alcoolique ou autre, hein, d'ailleurs, ça sera peut-être ou pas, ça va dépendre après des faisceaux d'indices, et on reverra, qualifié en accident du travail. Et donc, potentiellement engendrer des responsabilités de l'employeur, mais pas que, également des responsabilités du salarié principalement concerné. Quelle belle transition, cette question, avec la suite, puisqu'on va passer effectivement à ce deuxième aspect qui me concerne un peu plus, puisque je suis juriste et j'ai écrit une thèse sur le sujet. Alors, je ne vous ferai pas l'offense de vous lire mes 826 pages sur la question des consommations de substances addictives. J'ai plutôt fait le choix de vous faire participer finalement pendant ce webinaire, puisque j'ai répertorié finalement les 3 principaux questionnements qui se répètent au fil de l'eau, au fil du temps, au sein des entreprises, au sein des services de santé au travail également, et pour les travailleurs. Alors, vous allez voir, les règles du jeu sont assez simples. Je vais vous proposer 3 questions, 3 sondages. Vous allez simplement répondre vrai. La question est vraie, la réponse est vraie, ou faux, la question est fausse. Alors, l'objectif, ce n'est pas de pointer qui a vrai, qui a totalement faux, qui a totalement vrai, mais c'est plutôt de mettre à plat parfois nos fausses croyances, nos fausses idées sur ce sujet, parce que je crois que ce sujet est en prise à des « on m'a dit que, je crois que ». Or, il faut faire table rase de ce qu'on pense savoir et mettre à plat aujourd'hui qu'est-ce que le droit nous dit, mais surtout qu'est-ce que les juges ont pu, à l'occasion de contentieux, nous expliciter comme solution. Parce que certes, on a des textes, et vous allez voir qu'en la matière, quand même, le Code du travail, il est assez maigre sur les textes, sur les directives à apporter. Ce sont plutôt des solutions jurisprudentielles, des solutions posées par les juges au gré des contentieux qui ont permis de construire un cadre réglementaire sur cette question des consommations de substances addictives que j'intitule souvent à la confluence entre le droit à la santé au travail et à la vie privée au travail, puisqu'on a deux principes fondamentaux qui vont s'entremêler à un moment donné, engendrant des responsabilités, des obligations et des devoirs d'action. Donc, je vous propose de passer directement à notre première question du sondage. Vous allez voir, elle est assez simple, cette première question, quoique elle va résonner en termes de responsabilité finalement. Et sur l'éventuelle mise en cause de responsabilité de l'employeur, il y avait différentes questions, j'ai lu ça dans les sondages, et le postulat est le suivant. En cas d'accident du travail d'un salarié, on pourrait préciser d'un salarié dans les locaux, mais également d'un salarié en télétravail, c'est le même schéma, et ce salarié serait sous l'influence de produits psychoactifs en état d'ivresse, que cette ivresse soit d'origine alcoolique ou cannabique, peu importe, ou psychotrope, avec des psychotropes. La question est vrai ou faux, l'employeur est civilement responsable des dommages causés par ce salarié. Vin, peut-on mettre le premier sondage? C'est bon. Vous avez la première question posée par Céline dans la colonne sondage. Donc, allez-y, vous pouvez appuyer sur vrai si vous considérez que c'est vrai, sur faux si vous considérez que c'est faux. Allez-y. Donc, pendant que vous répondez, je vais expliciter. Donc, vous imaginez un peu le tableau. On a un salarié qui serait, je mets du conditionnel parce que pour l'instant, je ne l'ai pas vérifié, qui serait sous l'influence de produits psychoactifs et qui causerait des dommages à d'autres salariés. On a vu que cette consommation peut être à risque, ça peut créer des violences parfois, mais il peut également avoir un accident du travail, ce salarié. Mais est-ce que l'employeur est civilement responsable? Vous voyez bien, j'ai bien mis le mot civilement responsable, puisque je chante directement la responsabilité pénale, parce que qu'on soit en entreprise ou à la maison, cette responsabilité pénale, elle est pareille. Elle est de tout à chacun, elle est personnelle, individuelle. C'est celui qui commet l'infraction qui va répondre de cette infraction volontaire ou involontaire. Et je réponds directement à une question. Vous laissez repartir en entreprise un salarié en état manifestement anormal, soupçonné d'ébriété, d'ivresse? Oui, potentiellement, l'employeur, le salarié, le CSE peut engendrer sa responsabilité pénale pour non-assistance à personne en danger. Mais comme tel est le cas, si vous invitez des amis chez vous et qu'un de vos convives repart en état manifestement en état d'ébriété et qu'il crée un accident sur la voie de circulation. Donc la responsabilité pénale, je l'élimine. J'axe ici sur la responsabilité civile de l'employeur, c'est-à-dire une responsabilité civile
qui amène réparation et donc une réparation pécuniaire. 84% ont répondu vrai, Céline. D'accord. Et la bonne réponse est, j'ai envie de dire, la majorité a parlé. Oui, c'est vrai. Le salarié qui serait sous l'influence d'une substance psychoactive, peu importe qu'elle soit légale ou illégale, s'il commet un accident ou s'il est victime d'un accident au temps et au lieu du travail, ça engendre bien une responsabilité civile de l'employeur. N'oublions pas le droit commun. Le droit commun, c'est la responsabilité civile de tout commettant, puisque le chef d'entreprise, l'employeur, répond des dommages causés par ses préposés, les préposés étant salariés, et jurisprudence constante depuis une trentaine, une vingtaine d'années, puisque peu importe que ce salarié ait consommé de manière individuelle, personnelle, une substance psychoactive, il engendre un accident, potentiellement, ça peut être qualifié en accident du travail. Et cet accident du travail, il répond à la législation du droit de la sécurité sociale. Un accident qui a lieu au temps et au lieu du travail. Sauf, et il est toujours évidemment possible pour l'employeur d'émettre des réserves motivées et de dire que finalement le travail n'a joué aucun rôle dans la survenue de l'accident. Mais par principe, c'est qualifié comme tel auprès de la sécurité sociale et donc qui amène une responsabilité civile, le cas échéant, avec un taux de cotisation, accident du travail, maladie professionnelle, qui pourrait être majoré si besoin. Et cette responsabilité civile, finalement, elle naît également au sein du Code du travail depuis maintenant les années 90, 1991, puisque l'employeur a la charge de prévenir tout risque professionnel au sein de son entreprise. Alors, cette obligation générique de prendre soin de la santé et de la sécurité tant physique que mentale de ses salariés, elle s'est retranscrite au fil de l'eau au sein de la jurisprudence. Tantôt, on l'a qualifiée d'obligation de sécurité de résultat en 2002 avec les arrêts amiante, qui a évolué depuis en 2015 avec l'arrêt Air France en obligation de sécurité de moyens renforcés plus, l'objectif étant de mettre au cœur de cette obligation les actions de prévention, primaires avant tout, secondaires et tertiaires le cas échéant. Et puis, au regard de cette obligation générique de prévenir tous les risques professionnels, eh bien, il faut lister finalement au sein de son entreprise, il faut faire l'inventaire de tous les risques professionnels. Et oui, aujourd'hui, on sait, grâce à une étude qui date certes un petit peu, mais quand même que 15 à 20% des accidents du travail, donc des accidents qui auraient lieu au temps et au lieu du travail, seraient inhérents ou seraient dus à une consommation de substances psychoactives. Conséquence, cette consommation à risque de substances crée bien un risque professionnel à prendre en compte au sein du document unique d'évaluation des risques professionnels, ce qui va demander donc de faire l'inventaire des risques, de prendre en compte ce risque particulier et d'y associer des actions de prévention primaire, secondaire et tertiaire, le cas échéant. Mais en tout cas, oui, de prendre en compte ce risque dans son obligation de retranscrire les risques professionnels au sein du document unique d'évaluation des risques professionnels. Et puis, à la lecture de la jurisprudence, on se rend compte que ce volet de prévention ne va de pair, évidemment, qu'avec un autre volet, le couple indissociable que j'appelle prévention-répression. Et c'est dans ce sens que la jurisprudence a fait passer des messages aux employeurs, puisque les employeurs sont débiteurs depuis les années 90, 2002, 2015, une obligation de sécurité de moyens renforcés, mais ils ont également les moyens d'assurer cette prévention au sein de son entreprise. Et notamment, ils ont des pouvoirs, ils ont le triptyque, pouvoir de direction, d'organisation, pouvoir réglementaire, de faire le règlement intérieur, ce sera l'objet du deuxième sondage, et il y a également un pouvoir disciplinaire. Et les juges le rappellent. Les juges rappellent aux employeurs qu'ils ont ce pouvoir disciplinaire. Non pas l'utiliser à tout bout de champ, mais l'utiliser quand il y a des manquements avérés de la part de leurs salariés. Et tel fut le cas dans un arrêt du 27 mars 2012, pour vous la faire courte, en l'espèce, c'était un steward qui, pendant sa pause, donc moment de la vie privée, avait décidé de se détendre en fumant un petit joint. Et puis, on ne sait comment, il a dû être pris en flagrant délit. En tout cas, il a été licencié, ce steward, sur le champ pour faute grave par la compagnie aérienne. Et donc, licenciement pour faute grave, pas d'indemnité. Ce steward, ce salarié, va donc devant la justice prud'homale pour invoquer un licenciement abusif de la part de son employeur. Et à l'appui de sa demande, ce salarié invoque un droit fondamental, celui à sa vie privée. Parce que c'est vrai, pendant le temps de pause, on retourne à sa vie privée, à sa vie personnelle. Et donc, le steward arguait le fait qu'il faisait ce qu'il voulait pendant cette
pendant ce temps de pause et il pouvait fumer son petit joint ou autre substance qui l'enchante. À tort, nous a précisé la Cour de cassation, parce que certes, il s'agit d'un élément de vie privée, mais cet élément de vie privée, dès lors qu'il a une incidence sur les relations contractuelles et parce qu'il crée un manquement grave aux obligations de sécurité, l'employeur peut procéder à un licenciement disciplinaire et la finalité de cet arrêt était de se dire que finalement ce salarié, ce n'était pas un salarié comme tous les autres, on a pris en compte son profil et son poste de sécurité dit à risque, dit de sûreté, puisque en plein air, il était sous la subordination de son employeur, il devait avoir la maîtrise de ses capacités et donc finalement être sous l'influence de produits stupéfiants l'empêchait selon les juges de préserver son exercice professionnel et qu'il n'avait donc pas respecté ses obligations contractuelles en termes de sécurité, ce qui a validé son licenciement pour faute grave. Alors attention, oui. Céline, donc j'en profite. Philippe nous pose une question. Dans ce cas-là, comment intervenir sur les conduites addictives chez soi qui n'occasionnent aucun effet dans le milieu professionnel? Eh bien, c'est là j'allais en venir à ce propos, c'est là toute la difficulté dans l'entreprise, hein, puisque c'est vrai qu'on parle souvent d'une conséquence sur les relations contractuelles. Là, on est clairement dans une relation extra-contractuelle, vu qu'on est dans un moment de la vie privée, mais avec des incidences sur le monde professionnel, comme en 2012. Et là, il faut savoir mettre le curseur, parce qu'il faut prendre en compte les deux vecteurs que je vous ai posés. Vous êtes employeur, manager, DRH, peu importe, vous avez un pouvoir de direction, d'organisation et ce pouvoir disciplinaire et surtout cette obligation de prendre soin de la santé et de la sécurité. Mais il y a une limite à cette obligation, cette limite étant de ne pas interférer dans la vie privée, parce qu'en tant qu'employeur, on ne peut pas interférer dans la vie privée, sauf à justifier que cet élément de la vie privée va interférer dans les relations contractuellement prévues. Autrement dit, si votre télétravailleur, vous savez, c'est connu de place publique généralement, qu'il a une problématique de consommation de substances psychoactives, mais vous ne constatez de manière objective rien sur les relations contractuelles, votre devoir en tant qu'employeur, je dis bien, peut-être pas en tant qu'ami, peut-être pas en tant que proche, mais votre devoir en tant qu'employeur, il s'arrête là, au bord de l'entreprise, pour ne pas tomber dans une atteinte à la vie privée. Et c'est un peu toutes les limites, finalement, de ce que j'appelle cette injonction paradoxale. On doit faire tout ce qui est dans le possible et pour préserver la santé et la sécurité, mais en n'ayant pas tous les moyens nécessaires. Et un obstacle, c'est la vie privée. En France, c'est un principe sacro-saint. Vous allez dans les pays américains, c'est loin d'être le cas totalement. Mais en France, ce principe de droit privé, il prime. C'est une liberté fondamentale. La seule solution serait, vous avez un doute sur une consommation à risque. Pour l'instant, vous ne voyez objectivement aucune répercussion, mais vous avez un doute, vous avez la carte du service de prévention et de santé au travail pour demander une visite médicale. Et peut-être qu'au détour de ce colloque singulier télétravailleurs professionnels de santé de ce service, les choses vont se révéler, mais ça va relever du secret médical. Mais au moins, vous avez fait votre démarche en termes d'obligation de prévention que d'avertir, d'alerter le service sur un doute. Très bien. Une autre question de Philippe, Céline. Quelle serait la responsabilité de l'entreprise si il y a eu un abus d'alcool lors d'un séminaire ou lors de déplacements récurrents pour un salarié? Alors, je vais vous dire une jurisprudence qui n'a rien à voir avec les substances psychoactives. On pourra faire le parallèle. Et vous avez sans doute entendu parler du fameux accident du travail d'un salarié en pleine discothèque à 3 heures du matin en Chine. C'est un salarié qui était en déplacement professionnel et qui, pour arroser un nouveau contrat, était allé avec plusieurs clients en discothèque en Chine et manque de bol, il s'est cassé la figure sur le dance floor. Il a demandé donc la qualification de son accident qui s'est passé à 3 heures du matin. Sans doute, mais l'histoire ne nous le dit pas, qu'il y avait peut-être un peu d'alcool, mais on ne le saura jamais. Bref, il a demandé la qualification de cet accident d'accident du travail. Évidemment, l'employeur conteste les faits en disant 3 heures du matin, on n'est plus sur la subordination de l'employeur, il était dans sa vie privée, ça ne doit pas passer en qualification d'accident du travail. Que nenni, nous dit la Cour de cassation, deuxième chambre civile, c'est bien un accident du travail puisque tous les faisceaux d'indices étaient ouverts pour nous dire qu'il y avait bien continuité de la prestation de travail. On avait conclu un contrat, on était avec le client et on était en déplacement professionnel. Conséquence, et je reviens à votre question, le salarié, il a un accident
autant un lieu du travail et un déplacement professionnel, un séminaire professionnel constitue un temps dédié à la vie professionnelle, ça pourra être qualifié en accident du travail. Je n'ai pas dit ça doit être automatiquement, mais en tout cas, on devra obligatoirement faire la démarche de faire cette déclaration. Rien ne vous empêche, vous, en tant qu'employeur, d'émettre des réserves motivées. Après, c'est la sécurité sociale, c'est la caisse qui va instruire le dossier. Mais si vous ne mettez pas de réserve, évidemment, vous acquiescez ce lien de cause à effet. J'ai répondu à votre question, aux questions? Je pense, mais Philippe nous le dira. Parfait. Donc, première question, la majorité l'avait emporté. On va passer au deuxième sondage, Vin, s'il vous plaît. Oui. Alors. La deuxième question a trait, et j'en parlais finalement, à l'interdiction de consommer de l'alcool. Et je crois qu'il y avait une question dans le chat à ce sujet. On a parlé de notes de service, de documents uniques, de règlement intérieur. Et finalement, on se pose tous la question, mais via ce règlement intérieur, un employeur peut interdire totalement, par principe, de manière générale, toute boisson alcoolisée sur le lieu du travail, y compris lors des pauses déjeunatoires. Et j'ai lu dans les chats que certaines entreprises avaient fait le choix de dire on ne fait plus de pot d'entreprise, ou on fait des pots d'entreprise avec 0 alcool. Dans ce cas-là, oui, autant tout interdire l'alcool, mais y compris pendant les temps déjeunatoires. On revient un peu à la même solution. Alors, selon vous, cette affirmation est-elle vraie ou faux? L'employeur peut, via son règlement intérieur, interdire toute boisson alcoolisée pendant le temps de travail et pendant le temps hors travail, le temps déjeunatoire, le temps des pots d'entreprise. Je rappelle au public que vous pouvez voter dans la colonne sondage. Cliquez sur vrai si vous estimez que la réponse est vraie, et bien sûr, cliquez sur faux si elle est fausse. Alors, nous en sommes à 27 votes, et pourtant, vous êtes 50 dans la salle. Allez-y. On n'attend que vous, votre vote. Pendant votre vote, je vous précise que le règlement intérieur, il a un peu évolué depuis le 1er janvier 2020. Avant le 1er janvier 2020, ce règlement intérieur était obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 20 salariés. Une loi a modifié ce seuil. Désormais, ce règlement intérieur n'est obligatoire que dans les seules entreprises de 50 salariés et plus. De 20, on est passé à 50 depuis 2020. Alors, nous en sommes à 79% de vrai et 21% de faux, Céline. D'accord. Nous allons clore ce suspense intenable, hein, je l'imagine pour vous. Et pour une fois, la minorité a raison. Et il faut reprendre tous les postulats tant textuels que jurisprudentiels pour répondre à cette question. C'est vrai, dans le Code du travail, il y a peu de dispositions concernant les substances psychoactives. Alors déjà, il n'y a aucune disposition sur le tabac. On renvoie vers le Code de santé publique, la loi Evin et compagnie. Il n'y a également aucune disposition sur les drogues. C'est normal, parce qu'une drogue, par nature, c'est illicite. Dire qu'une drogue est illégale, c'est un pléonasme. Depuis 1970, on n'a pas le droit de consommer, de détenir et de faire du trafic de toute substance illicite, alias drogue. Il y a, par contre, quelques notions, quelques dispositions dans le Code du travail. Outre la disposition, on n'a pas le droit de rentrer en état d'ivresse. On peut s'interroger, mais l'ivresse, c'est quoi? Une ivresse due à une consommation d'alcool, une ivresse consommation de cannabis. Et autre disposition, article R 4228-20, on n'a pas le droit de ramener des boissons alcoolisées, sauf le vin, la bière, le cidre et le poiré. Ouf, en 2008, ils ont enlevé l'hydromel. L'hydromel n'est plus dans la liste des boissons alcoolisées permis sur le lieu de travail. Et donc, eu égard à cette disposition et eu égard surtout à cette obligation générale de prévention qui, en 2002, a été très lourdement sanctionnée par la Cour de cassation en obligation de sécurité de résultat, bon nombre d'entreprises, par l'intermédiaire de leur règlement intérieur, avaient fait le choix de bannir zéro alcool, de bannir tout alcool en entreprise et faire une tolérance zéro alcool pendant le lieu de travail, mais également au-delà pendant les pauses déjeunatoires. Et c'est ce qui s'était passé dans l'affaire qui a été soumise au Conseil d'État le 12 novembre 2012. Une grande entreprise de BTP avait décidé d'interdire tout type
toute boisson alcoolisée pendant le travail, mais également pendant les temps de pause déjeunatoire. Alors, vous savez que ce règlement intérieur est soumis à une procédure particulière et notamment, il doit être renvoyé à l'inspection du travail, au niveau de la DRETS. Et l'inspecteur, il n'a aucun délai pour répondre. Il peut demander, cet inspecteur, à tout moment, le retrait, la modification d'une clause. C'est ce qui s'était passé en l'occurrence, puisqu'il avait enjoint à l'entreprise de retirer cette clause interdisant de manière générale et absolue l'introduction de boissons alcoolisées en entreprise pour 2 raisons. Première raison, c'est déjà le Code du travail permet l'autorisation du vin, de la bière, du cidre et du poiré. Et deuxième raison, on ne peut pas faire une atteinte aux libertés fondamentales et notamment à la vie privée. Or, interdire les boissons alcoolisées pendant un temps de pause déjeunatoire est égal à la vie privée, égale une atteinte. Bien sûr, face à ces arguments, l'employeur arguait de cette obligation générale de prévention et finalement d'une obligation presque d'un principe de précaution. L'affaire est venue devant le Conseil d'État, donc la plus haute instance au niveau des autorités administratives, qui a donné raison à l'inspecteur du travail pour les 2 raisons évoquées. On ne peut pas prévoir ce que le droit autorise par ailleurs. Or, le Code du travail, depuis la nuit des temps, autorise le vin, la bière, le cidre et le poiré. Conséquence, on ne peut pas être plus restrictif que le droit prévoit par principe. Vous savez qu'à chaque principe, son exception, sauf à justifier de cette interdiction totale et générale, et à le justifier par des considérations liées à la sécurité, certainement liées à un taux d'accident du travail, peut-être. Conséquence, en 2014, le Code du travail a été réécrit. On reste sur les boissons autorisées, vin, bière, cidre et poiré. Mais on prévoit, réglementairement parlant, finalement, la solution donnée par la Cour de cassation en 2012. L'employeur pourra limiter, voire interdire toute consommation de boissons alcoolisées via son règlement intérieur, encore faut-il le préciser dans son règlement intérieur, mais à condition que cette interdiction, cette limitation soit justifiée par rapport à la nature de la tâche à accomplir et proportionnée par rapport au but recherché, le but recherché étant bien souvent un but sécuritaire. Donc, vous voyez là, il faut faire une extrême attention à la rédaction de vos règlements intérieurs. Et les inspections du travail l'ont bien compris. Ils ne veulent plus du copier-coller des règlements intérieurs qui dataient de 1980. Ils veulent vraiment qu'un règlement intérieur s'adapte aux réalités, aux circonstances de la vie professionnelle au sein de l'entreprise. Puisque une entreprise A peut peut-être permettre plus d'alcool pour les pots d'entreprise qu'une entreprise B parce qu'elle cite classée Céveso ou parce qu'on a beaucoup de postes à risque dits de sécurité. Encore faut-il les lister, ces postes à risque, et les justifier. Céline, j'ai une question quand même, parce que c'est vrai que ce principe dans l'article R4228-20, ça nous interpelle quand même. Depuis quand ça existe d'ailleurs? Pourquoi le vin, la bière, le cidre et le poiré? Et l'hydromel qui a été enlevé. Alors, et l'hydromel, c'est vrai. Le Code du travail, il a été écrit très récemment, finalement, par rapport à tous les autres codes. Le Code civil, c'est Napoléon 1804. Le Code du travail, c'est 1910. Donc, il faut recontextualiser un petit peu. À l'époque, c'est vrai, à l'époque, on n'avait pas la même vision de l'alcool sur l'être humain. D'ailleurs, on encourageait, rappelez-vous les campagnes, si vous allez dans les archives du monde professionnel, l'alcool était encouragé parce que le travail était physique, il était dur, je pense au travail aux mines, il fallait encourager les mineurs à descendre, le vin réchauffé, et même en dehors du monde professionnel, je crois qu'il a fallu attendre 1950 pour voir les écoles maternelle faire l'interdiction de l'alcool, puisque dans certaines régions, on faisait l'apologie de l'alcool et en fonction des réalités locales, la bière dans le Nord, le cidre en Normandie, les enfants recevaient leur petit verre d'alcool au goûter. C'est pour ça que dans les années 50, on a remarqué finalement une alcoolisation infantile et on est passé de l'alcool au lait. On a donné du lait à la place. Ça avait été très mal perçu à l'époque quand même par les parents. Et donc, on a évolué dans la société. Alors bien sûr, dans les années 2010, on a demandé la réécriture de ce texte R4228-20. On a demandé qu'on ne parle plus de cette autorisation d'alcool possible en entreprise. Bon, force est de constater que des lobbies sont encore présents, et parce qu'il ne faut pas nier aussi notre culture, nous sommes en France, pays de la viticulture, on n'a pas voulu toucher à ce texte. Et quand je dis « on », ce sont aussi bien les autorités que les partenaires sociaux. Il y a eu un consensus dessus. On ne touche pas à ce texte. Par contre,
on permet, via 2014, une atténuation. Il y a un principe, il reste là. Il y a une exception, mais cette exception doit être justifiée et proportionnelle. Justement, Philippe nous pose la question, puisque le Code du travail prévoit ces 4 boissons tolérées, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y aurait une responsabilité indirecte de l'employeur pouvant amener à une conduite addictive si on laissait ce genre de consommation, enfin de produits à consommer en entreprise? Est-ce que l'employeur pourrait être responsable d'une conduite addictive? Alors, en sachant qu'une conduite addictive est une dépendance, une addiction, une pathologie. Donc, est-ce que l'employeur serait responsable d'une pathologie? On irait un petit peu loin. Par contre, oui, il pourrait y avoir des incidences de manière indirecte. Je pense à un arrêt, là, en même temps que je parle, un arrêt de 2013 où un employé avait été violent et avait tout simplement tabassé son N+1. Et face à cette violence, il avait donc été licencié sur le champ. Bon, mécontent de son licenciement, forcément, il va contester cette mesure. Et la Cour d'appel, 2 ans après les faits, demande une expertise médicale. En réalité, 2 expertises médicales ont lieu. Et ces expertises mettent en lumière que finalement, cette violence, elle a une explication. Le salarié a été violent à l'instant T parce qu'il avait des problèmes de santé. Et face à ces problèmes de santé, il avait dû consommer des psychotropes, des médicaments qui avaient entraîné une désinhibition, une altération de sa conscience ayant engendré cette violence. Conséquence, parce qu'on est allé loin, finalement, l'employeur, il n'a pas sanctionné un état de violence, mais il a sanctionné un état maladif. Ça s'appelle une discrimination et donc une responsabilité par ailleurs pour l'entreprise. Donc oui, le curseur est extrêmement ténu. Hein. Quelle est la limite? Alors, beaucoup de commentaires ont dit finalement, avant de rentrer dans la brèche de la voie disciplinaire, il faudrait regarder si un état manifestement anormal n'est pas dû à une conséquence pathologique et donc sortir la carte visite médicale à la demande auprès du médecin du travail pour finalement balayer cet état pathologique. Une question d'Elisabeth. Une question d'Elisabeth, Céline. Est-ce qu'une administration publique de plus de 50 travailleurs doit-elle avoir un règlement intérieur? Est-ce que cet article du Code du travail s'applique aussi dans la fonction publique? Alors, tous les articles, alors fonction publique territoriale pour le coup, tous les articles de la partie 4, c'est-à-dire que les articles commençant par 4000 et quelques, s'appliquent à la fonction publique territoriale, même d'État d'ailleurs. Autrement dit, toutes les dispositions santé, sécurité, hygiène au travail s'appliquent aux fonctions publiques. Sauf que le règlement intérieur n'est pas issu d'un article de la partie 4, il est issu d'un article de la partie 1 ou 2. Conséquence, il ne s'applique pas en tant que tel dans la fonction publique. Mais ça va avoir des incidences, parce que rien n'empêchera une fonction publique que de mettre un règlement intérieur ou une note de service appelée différemment pour parler de cet aspect. Et vous allez voir, et c'est une belle transition avec mon 3e sondage, ce règlement intérieur ou cette note de service, le cas échéant, peut avoir son importance. On parlait de prévention tertiaire, notamment en termes de dépistage. 3e et dernier sondage. Finalement, il y avait des questions dessus, sur le contrôle de l'employeur d'une possible alcoolémie au sein de son entreprise. L'affirmation est-elle vraie ou fausse? L'employeur peut contrôler systématiquement tout son personnel afin de dépister une éventuelle consommation d'alcool, qu'elle soit en entreprise ou pas d'ailleurs. Autrement dit, allez, tous les lundis matins, c'est parti, tout le monde va passer en dépistage pour voir s'il y a une consommation d'alcool. Vrai ou faux? Alors, c'est parti. Pour l'instant, on n'a que 100% qui ont répondu faux. 4% ont répondu vrai. D'accord. On pourra faire, et je le ferai, le pendant avec quid d'un dépistage salivaire pour contrôler une consommation de drogue au travail. Hein. Mais aujourd'hui, les choses sont plus stables pour l'alcoolémie que pour le dépistage salivaire, mais j'en dirai 2 mots en conclusion. Alors, Lourdes nous pose la question, est-ce que le président de l'entreprise pourrait faire des contrôles au travail, drogue, alcool, quand il décide? Ça rejoint un petit peu ma question, vous allez voir dans ma réponse que je vais donner dans quelques secondes. Vous allez trouver des éléments pour y répondre. Alors, donc on est à 86% de faux et 14% de vrai, Céline.
Nous allons clôturer ce sondage et on retrouve la majorité, puisque c'est bien évidemment faux. L'employeur ne peut pas contrôler de manière systématique, en tout cas, l'ensemble de son personnel. Alors, plusieurs préalables quand même à cette réponse. Hein. De quel dépistage parle-t-on? On sait qu'aujourd'hui, un employeur peut pratiquer des dépistages non médicaux. Pour l'alcool, il n'y en a pas 36 000, l'éthylotest, l'alcotest. Autrement dit, il ne peut pas faire un dépistage sanguin. Ça relève des professionnels de santé, du secret professionnel, de l'indépendance. Et autre précision, néanmoins importante, le Code du travail ne prévoit absolument rien sur la question des dépistages. Il a donc fallu aller chercher du côté des décisions jurisprudentielles. Et les premières décisions remontent quand même dans les années 1980. C'est le Conseil d'État, la première fois en 80, qui s'est prononcé. Et à la suite, la Cour de cassation en 2002, puis la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça demandait, vous voyez, c'était une question très importante pour que la Cour européenne des droits de l'homme se positionne. Et à cette hypothèse, plusieurs conditions pour permettre à l'entreprise, à l'employeur, de procéder à des dépistages par des alcotests, des éthylotests, voire des éthylomètres, hein, le cas échéant, des dépistages en tout cas non médicaux. Première préalable qui est indéniable, si l'entreprise souhaite mettre en place une campagne de dépistage pour détecter une consommation d'alcool chez un ou plusieurs salariés, il n'a pas d'autre choix que de mentionner cette possibilité au sein de son règlement intérieur ou d'une note de service, le cas échéant. En conséquence, une entreprise sans règlement intérieur, sans note de service, ne peut pas procéder à des dépistages. Une entreprise avec un règlement intérieur ou une note de service qui ne mentionne pas ce recours au dépistage ne pourra pas faire ce dépistage. Le règlement intérieur doit exister et il doit être validé dans toutes ses formes, c'est-à-dire avec toutes les mentions obligatoires, avec l'avis du CSE, avec également l'envoi auprès de l'inspection du travail, auprès du greffe, du conseil des prud'hommes. Ce sont des modalités substantielles extrêmement importantes, parce que s'il manque l'une de ces formalités, ça met en échec tout le contenu du règlement intérieur et toute décision pouvant être prise sur la base de ce règlement intérieur. Et au fil de la jurisprudence, les hautes cours, tantôt judiciaires, tantôt administratives, nous ont précisé par la suite que le règlement intérieur pouvait donc prévoir les conditions tant de fond que de forme pour réaliser ces dépistages dans les conditions où l'employeur aurait argué d'un état d'ébriété qui serait de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, en sachant que ce danger s'apprécie au regard du travail réalisé par le salarié lui-même, mais également au regard des circonstances et des conditions de travail. Et également, il faut laisser le salarié la possibilité de contester les résultats d'un dépistage qui serait révélé positif et de demander, le cas échéant, une contre-expertise qui serait à la charge de l'employeur. Alors, cette contre-expertise, on ne la précise pas davantage, en sachant qu'une contre-expertise, si elle doit être médicale, l'employeur, il perd la main dessus, parce que cette contre-expertise médicale est faite par un professionnel de santé. Il faut donc une prescription médicale. Et l'employeur, ce n'est pas un médecin. Il ne peut pas donner cette prescription médicale. Autre donne, quand même, puisque la Cour de cassation, contrairement au Conseil d'État, d'ailleurs, dans les années 80, précise que le recours à un dépistage alcotest qui serait positif permettrait à l'employeur de sanctionner son salarié sur la base d'un manquement à son obligation de sécurité. Et ça, depuis les années 2000, c'est jurisprudence constante. Aujourd'hui, les affaires nous prouvent toutes que oui, un salarié qui a transgressé des règles eu égard au règlement intérieur et dont le résultat est positif, amène à une sanction disciplinaire. Encore faut-il que toutes les conditions de dignité humaine et de règlement intérieur soient bien respectées. Cette question de dépistage d'alcool, elle est réglée sur le papier. Ça ne veut pas dire qu'elle pose encore pas de soucis en pratique, hein, loin de là, mais au moins on a des règles au moins jurisprudentielles. Là où aujourd'hui on s'interroge un peu plus, ce sont sur le fait de comment détecter finalement une consommation de drogue en entreprise. On a eu plusieurs positions très divergentes de la Direction générale du travail, du Conseil d'éthique, du ministère également, du gouvernement, avec la MIL, MIDECA et de la SFA, SFMT. Plusieurs positions depuis 10 ans, plus de 10 ans, aussi contradictoires les unes que les autres. Et finalement, comme toute position est contradictoire, il a fallu que quelqu'un tranche, et ce quelqu'un, c'est
sont les juges, puisque le 5 décembre 2016, pour la première fois, le Conseil d'État a validé le fait pour un employeur que de pratiquer un dépistage salivaire en entreprise en dehors de toute présence médicale, avec les mêmes conditions que pour l'alcool, c'est-à-dire avec un règlement intérieur légitime tant sur le fond et sur la forme, avec, en citant les postes à risque, un dépistage qui ne doit pas être automatique, systématique mais aléatoire, avec une contre-expertise pour le coup médical, mais là, on ne sait pas comment. Bref, toutes les conditions ont été posées par cet arrêt du Conseil d'État du 5 novembre 2016, avec la précision quand même que ce dépistage salivaire, s'il est positif, il peut, comme à l'instar de l'alcothèse, engendrer une sanction disciplinaire. Alors cet arrêt, il a été vivement critiqué, parce que d'une part, on remettait finalement en compte, en cause, la nature même de ce dépistage salivaire. Parce qu'on pensait tous, moi la première, pourtant je ne suis pas médecin, qu'un dépistage salivaire, c'est un dépistage médical. Or, je vous ai dit au préalable, le dépistage médical, c'est niette pour l'employeur. C'est que le professionnel de santé. Force est de constater que le Conseil d'État estime, lui, que le dépistage salivaire n'est pas un examen de nature biologique. Conséquence, il peut être réalisé par tout professionnel, par tout individu, autre qu'un professionnel de santé. Bon, cette position est critiquable. Oui. Céline, j'ai une question. Là, on fait un focus sur l'alcool, sur les produits, j'allais dire, illicites. Par contre, il y a une question posée par Philippe qui évoque plutôt des traitements médicaux. Puisque tout à l'heure, François Pébret parlait aussi des médicaments qui rentrent dans la qualification des substances psychoactives. Comment cela pourrait se traiter avec le secret médical lors de traitements médicaux dus à des abus ou de mauvaises applications, mauvaise observance d'une ordonnance? Eh ben, l'employeur, il perd la main. Parce que alors c'est vrai qu'il y a un fantasme de se dire que parce qu'on a une prescription, ça devient par nature légal. Ce n'est pas la prescription qui fait que le produit est légal, mais ça va être finalement la façon dont on va consommer ce produit par nature légale, parce qu'on a une prescription, et parfois on n'a pas de prescription, et à l'ère de l'informatique et de la toile mondiale, on peut se procurer un peu tout et n'importe quoi. C'est plutôt l'usage détourné qu'on va en faire. Et là, si on ne constate rien, l'employeur, il perd la main sur ça. Il n'est pas médecin, il n'a pas le droit d'ingérer dans cette vie privée, dans cet état de santé, sauf à ce que le salarié le lui dise lui-même, et c'est vrai que beaucoup de salariés parlent, c'est vrai, sauf ou alors à ce que le salarié le révèle au médecin du travail. Mais dans ce cas-là, c'est le secret médical qui va primer, c'est le secret professionnel. Et après, ça va être la relation de confiance entre le professionnel de santé au travail et ce salarié qui lui aura confié. Et l'employeur ne va avoir que des avis si oui ou non le travailleur est capable de travailler à son poste de travail plus ou moins avec aménagement, ou sinon il est inapte. Mais il ne saura jamais, l'employeur, il ne saura jamais le pourquoi il est apte, le pourquoi il est inapte. On va raisonner en termes de il peut faire ça, en termes de capacité restante ou de contre-indication, il ne peut pas faire ça. Et donc c'est vrai, pour les psychotropes, il y a une espèce de no man's land parce qu'il y a un fantasme, c'est un psychotrope, un médicament, il y a une prescription médicale, donc c'est bon. Sauf que non, c'est pas bon. Parfois, ça peut ne pas être bon. Une question de Sandrine. Quel est votre avis sur l'usage du CBD en milieu de travail? Je laisserai plutôt le professionnel de santé que vous êtes répondre. Voilà, le cannabidiol, alors c'est un sujet assez compliqué, puisque aujourd'hui, le cannabidiol, il a un usage médical dans certaines variétés d'épilepsie, pour l'instant, et on parle du fameux cannabis thérapeutique, on devrait dire plutôt cannabidiol, qui est pour l'instant toujours en recherche clinique, notamment avec le centre de Clermont-Ferrand. Mais l'usage du cannabidiol tel qu'on l'entend dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on va acheter dans les structures autorisées à le vendre, sachant que le cannabidiol, il n'est pas forcément exempt de traces de tétrahydrocannabidiol, le fameux cannabidiol, pardon, le THC, qui, lui, est dangereux sur le plan addictif et donc surtout, et qui va faire que les tests salivaires peuvent devenir positifs. Donc, on n'a aucun moyen de se dire, je prends du CBD, du cannabidiol, il n'y a rien du tout en termes de THC. On sait aujourd'hui qu'il y a à peu près 70% des produits qui sont en vente où il y a beaucoup plus que 0,2% de THC
présents dans le cannabidiol. Donc, si jamais quelqu'un prend un CBD qui a 3% de THC, il peut avoir un test salivaire qui devient positif et on pourrait croire qu'il est fumeur de cannabis ou consommateur, alors qu'en réalité, il n'a pris que du cannabidiol. La question, elle n'est pas là. La vraie question, c'est si je prends du cannabidiol pendant le boulot, est-ce que ce n'est pas parce que j'ai un des facteurs déterminants qui fait que je prends ça pour me calmer, pour déstresser? Il faut plutôt le prendre de cet aspect en se disant, j'ai peut-être un facteur dans l'entreprise qui favoriserait cette consommation qui, pour les consommateurs, est tout à fait licite, tout va bien, la vie est belle. Il faut peut-être plutôt le prendre comme ça pour se dire, j'ai peut-être mis la main sur un facteur au sein de l'entreprise qui favoriserait ce comportement. Donc, c'est facile à dire, hein, bien entendu, mais raisonnons plutôt comme ça que de se dire, je vais faire un test et donc il est positif, pampan cucu, hein, sanction disciplinaire. Il ne faut pas raisonner de cette manière-là. Quand on fait la recherche des facteurs déterminants, quand on essaye d'améliorer les choses dans son règlement intérieur ou son document unique, c'est évidemment pas pour faire de la sanction disciplinaire, pour faire de la sanction disciplinaire, c'est faire disparaître au maximum tous ces facteurs qui prédisposent à cette consommation pendant, avant ou après le travail. Merci, merci bien répondu à l'ensemble. Certainement, certainement. Sandrine nous le dira. Il est quand même, on a dépassé les 10 minutes, nous sommes un peu en retard. Est-ce qu'il y a encore des choses à se dire, Céline et François? Non, je rejoindrai la position, votre position. Oui, s'interroger sur le pourquoi on fait un test de dépistage. Faire un test de dépistage pour dépister, pour savoir quel intérêt. Mais quelle suite cela va engendrer, c'est finalement un programme d'action dans son ensemble de prévention. Sans doute, on peut y inclure des dépistages, peut-être le cachant des sanctions disciplinaires, mais ce n'est pas le cœur de la prévention des risques professionnels. Au passage, je vous ai mis dans mes slides suivantes des liens hypertextes avec des ressources pour aller plus loin, deux ressources qui ont été actualisées là, cette année, un guide qui a été fait par l'Institut de santé du travail du nord de la France, assez complet sur comment gérer finalement cette problématique de spa en entreprise. Et à noter également que des nouvelles recommandations de la Haute Autorité de santé vont paraître d'ici la fin d'année sur ce sujet pour améliorer nos pratiques en entreprise. Très bien, merci Céline. Une dernière question peut-être. Dans la fonction publique posée par Elisabeth, dans la fonction publique, un protocole de prise en charge des salariés semblant sous emprise de SPA peut-il remplacer la note de service? Non. Non, parce qu'un protocole, c'est interne, alors que la note de service, si elle répond aux injonctions du règlement intérieur, devra être faite comme si c'était un règlement intérieur, avec avis, consultation des représentants du personnel, etc. Alors qu'un protocole, c'est fait de manière unilatérale. Le protocole, c'est plutôt la voie du pouvoir d'organisation avec le règlement intérieur. Et d'autant plus que ça va changer avec la réforme en santé-travail, d'autant plus oui, qu'on parle de pluridisciplinaire, etc. et de mettre tout le monde dans la boucle. Pour moi, ça ne remplace pas une note de service ni un règlement intérieur. OK. Une dernière d'Abdellahi. Comment se comporter, comment gérer un collaborateur qui garde les boissons alcoolisées fortes, type vodka et autres, des mignonnettes dans son armoire de bureau sous prétexte que c'est de la déco? Oui, c'est un beau sujet. Ou elles sont vides? On peut s'interroger sur le contenu de cette déco aussi également. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la responsabilité de l'employeur en guise de conclusion. Quid du salarié? En tant que salarié, on a tous une obligation de prendre soin de sa santé, de sa sécurité, mais aussi de celle de ses collègues. Et c'est vrai qu'on parle d'un devoir d'alerte. On doit alerter quand on a un motif raisonnable de penser que sa situation est en danger grave et immédiat. Alors souvent, les collègues de travail font l'amalgame entre dénonciation et alerte. Et on alerte pas parce qu'on a peur de dénoncer, on a peur des conséquences. Et finalement, on va dire « Ah oui, je le savais ». C'est la politique de l'autruche, finalement, quand l'accident va être réalisé. Je crois, là, dans ce genre de situation, oui, il convient de trouver le bon interlocuteur au sein de l'entreprise et pourquoi pas également au sein du service de santé au travail. Bon nombre de salariés, parfois, viennent, on dit se plaindre, mais ce n'est pas forcément se plaindre, mais c'est plutôt alerte le professionnel de santé sur un comportement qu'il juge manifestement anormal. Et peut-être que garder des petites bouteilles vides ou pas, ou en tout cas d'alcool fort, ça peut être suspect, et d'autant plus si ce salarié il va prendre le véhicule avec d'autres collègues, il va les véhiculer, il va être sur un poste dangereux, il va monter dans une grue.
on peut avoir des indicateurs. Très bien. Cher public, je crois qu'il est temps qu'on se quitte parce que nous sommes très en retard. On a dépassé de 14 minutes notre webinaire eChange. Sujet passionnant. Je pense que la prochaine fois, Céline et François, il faudrait qu'on prévoie plutôt 1h30 qu'une heure pile. Donc, on a répondu à l'ensemble des questions. J'ai repéré des chats aussi, pas mal de questions qui sont remontées. Je vous invite, public, à noter notre intervention d'aujourd'hui et donner, toujours par la voie de sondage, votre niveau de satisfaction pour l'outil utilisé, le Livestorm, et puis bien sûr sur le sujet traité aujourd'hui. Merci en tout cas de votre participation proactive. Ravi encore de vous avoir parmi nous. Hein. C'est toujours un plaisir, un délice de vous avoir et très instructif, hein, pour l'ensemble des éléments juridiques. Merci, Dr Pébré, pour l'ensemble de ces explications. Alors, un petit truc quand même, c'est de vous dire que SPA, c'est pas la Société de protection des animaux, ni le spa dans lequel on ne se fait pas papouiller, mais c'est bien des substances psychoactives. Un grand merci à tout le monde, bonne soirée et puis à très vite. Bonne soirée à vous tous. Merci, au revoir.